En raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage. Nous vous prions de nous en excuser. Wilhelm est un expérienceur de mort imminente. Il vit en Caroline du Nord. Il a travaillé pour l'agence spatiale gouvernementale jusqu'à sa retraite, puis a obtenu un doctorat en parapsychologie qui l'a conduit à cette seconde carrière. Bonjour Neil, merci d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous nous parler de votre carrière professionnelle pour commencer? First of all, what is your profession, your career profession? And hello to you. I have had two distinct professional careers. My first was in space science. I spent more than 40 years as a primarily research scientist working for government laboratories, commercial business laboratories, and academia, research centers and universities. Neil a en fait commencé sa carrière il y a environ 40 ans dans la science spatiale. C'était relié directement au gouvernement et à toutes les recherches, les centres de recherche académiques, cela pendant 40 ans. Il a aussi été député de communication spatiale avancée et aussi effectivement travaillé en laboratoire spatial. Tout ça pendant 40 ans. My second career of the last 10 years or so has been as a psychologist. I have a PhD in transpersonal psychology, and I am also a hypnotherapist. I'm a certified hypnotherapist. La seconde carrière de Neil est en parapsychologie, donc il a un doctorat en parapsychologie. Il a également une licence en hypnothérapie. Well, it's been a very positive career. I say that I'm very spoiled in life. I have had many wonderful opportunities to work with some of the finest space scientists in the world. I knew, for example, Wernher von Braun very well. I knew most of the early astronauts quite well. Group of astronauts, the one I knew best was Edgar Ed Mitchell, and he flew in Apollo 14 to the moon, and on his way back from the moon, he looked out of his window and saw the face of God. And when he returned to the Earth, he quickly left the space program and went into a research of paranormal and spiritual research. He founded IONS, the Institute for Noetic Sciences in California. Donc, moi, je me considère comme quelqu'un de très gâté par la vie. Toute ma vie, j'ai eu une vie extrêmement positive et extrêmement riche. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses célébrités scientifiques. Par exemple, Edgar Mitchell, qui était l'astronaute de Apollo, un des astronautes dans Apollo 14. Et donc, il nous a expliqué qu'en revenant de la Lune, il a pu voir de son hublot dans l'espace
il a vu le visage de Dieu, c'est ce qu'il dit, il a vu le visage de Dieu. Donc, à son retour sur Terre, cette rencontre, cette expérience l'a poussé à finalement ouvrir, créer, fonder, si on veut, un centre qui s'appelle ION. C'est un centre de noétique qui s'appelle le Centre international de noétique, donc il est le fondateur, et donc il a passé le restant de sa vie à la recherche de tout ce qui est l'inconnu. Donc ça a été, il a fait beaucoup de recherches dans ce domaine de l'inconnu, de l'inexpliqué. Donc il a consacré sa carrière suite à cette expérience au retour de la Lune. Merci Neil. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de mort imminente? Neil, you have experienced a near-death experience a few years ago, many years ago. Would you be willing to share this experience with us? Yes, I had a very profound near-death experience at age 5 in 1944. We were living in Montana, and I went to my mother and 2 older brothers, and I went to assist a cousin who was a physician in central Montana. Oui, avec plaisir. Donc, mon expérience de mort imminente s'est passée à l'âge de 5 ans. Je vivais dans le Montana, donc notre famille vivait dans le Montana. Et donc, un jour, ça s'est produit lors d'une visite auprès de ma famille éloignée, donc les cousins. Donc, c'est à cet endroit-là, dans le Montana, que mon expérience de mort imminente s'est produite. My cousin took us to a hot springs where hot water comes out of the mountain, and they built a indoor, like a building like a barn, indoor swimming pool with hot water. And at age 5, I had never swam in my life. My brothers and mother seemed to know how to swim. My cousin knew how to swim. So I thought I could swim. And I went into the water without letting them know. And I drowned very quickly. And Neil, before I translate, that water was springing from the bottom up, or was it more like a cascade? I'm sorry, I didn't understand that. I will translate, but the water was coming out of the earth, or it was more like a cascade? No, think of Yellowstone hot springs, Yellowstone, Montana. Coming from the soil? Yeah, coming out of the soil. It's sometimes very hot and burn you, but the ranch built this so that the water was about in Fahrenheit about 100 degrees. I don't know, in centigrade that would be about 35 to 40. It was quite warm. Okay. Oh wow! Yeah. But you could swim in it. It was like a hot tub, big hot tub. Ok, thank you. J'étais donc chez mes cousins et c'est un endroit, donc une région où il y a des gésiers d'eau chaude un peu partout dans la région. Et mon oncle et son épouse avaient créé au sein de la propriété une pièce avec ces gésiers, si vous voulez, une pièce intérieure d'eau. Donc c'était comme une piscine intérieure qu'ils avaient créée autour d'un gésier d'eau chaude finalement. Et j'avais 5 ans et j'étais fascinée par cette eau et je me disais que je pouvais nager, donc j'ai sauté dans l'eau tout content en fait. As I was drowning, I had a last thought that this was going to be very painful
to drown in this hot water. And then in a split second, I was out of my body, out of the pool, in an environment of peace and serenity and no fear, no pain. And I was traveling across this beautiful field of flowers that are more beautiful than normal flowers, and trees, and a little lake. Was very pastoral, very serene. And I was traveling across this to a tunnel. L'eau de ces gésiers était extrêmement chaude. On pourrait dire que ça atteignait environ 35 degrés, 35 à 40 degrés. Donc, c'était une eau très chaude. Ces gésiers étaient assez chauds finalement. Et donc, j'ai plongé dans cette eau-là et je me suis noyée. Quand j'étais dans l'eau chaude, à un moment donné, je me suis dit, quand je sentais que je noyais, que je mourais, je me suis dit, mais ça va être horrible de se noyer dans une eau si chaude. Il faisait vraiment, c'était assez chaud, c'était entre 35 et 40 degrés, donc c'est assez chaud pour l'enfant et surtout habitué dans le Montana. Et il s'est dit, donc, je vais mourir dans de l'eau chaude, quoi. Quelle drôle de façon de mourir. Et à ce moment-là, quand il s'est dit ça, il s'est élevé tout d'un coup dans une effervescence. Il s'est senti dans un état d'effervescence soudain. Au moment de cette pensée-là, soudainement, il était dans une effervescence et un bien-être comme il n'avait jamais vécu jusque-là dans sa petite enfance. Et finalement, il s'est trouvé soudain, tout à coup, dans un énorme champ de fleurs magnifiques, une belle prairie de fleurs, et il était émerveillé par la beauté qu'il voyait. Et tout à coup, au-delà de ce champ, il y a eu comme un tunnel. I went then through a tunnel on the other side of the lake with no fear. It was a big tunnel, and I floated through this tunnel, and I could see a light, a very bright light, at the end of the tunnel. And I came out, and the whole right wall was a bright energy, a vibration of lights in white and a little pink vibration, moving like a little bit like a mist from a waterfall. And it was flowing over me, and I was naked. I had been swimming naked with my family. I was only 5. And I stood in front of this light, and it flowed over me with such beauty and love and forgiveness and harmony. It was feelings that are, in that true sense of the word, ineffable, that you cannot even find words to describe how beautiful it was. Je me suis vue progresser à l'intérieur du tunnel et vraiment très harmonieusement. Et au fond du tunnel, il y avait une énorme lumière blanche. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Sur ma droite, il y avait comme un mur de lumière. Toute la paroi droite du tunnel était un mur de lumière. On pourrait dire que cette lumière est comme la brume d'une eau, en fait, d'une fontaine ou d'une avalanche. Quand on voit toute cette brume qui sort de cette eau dans une avalanche d'eau ou dans un océan d'eau, on voit cette brume qui sort. Eh bien, c'était à peu près, on peut s'imaginer ça. Donc, c'était cette brume qui sortait de cette lumière sur la paroi droite de ce mur et qui m'enveloppait complètement. Cette lumière, me donnait était l'amour parfait, le pardon complet,
Je ne m'étais jamais senti aussi heureux et aussi aimé. And a voice came out of the light and said, I am God. And I think that I was 5 and I knew who God was. My family took me to church and Sunday school. So I knew that concept. If the light would have said, I'm the creator or a supreme being, I may not have understood that. But I think the light used the word God because I knew that concept. And so I acknowledged, I said, yes, sir. And so I stood there in front of this light of God as, again, this beautiful, beautiful mist sort of flowed over me. And there was no time. You can understand, there's just no time. You wanted to stand there forever. À un moment donné, cette lumière m'a parlé et elle m'a dit, je suis Dieu. J'avais 5 ans à l'époque et je connaissais déjà Dieu parce que dans ma famille, on allait à l'église, j'allais à l'école du dimanche. Et en fait, il s'est adressé à moi comme étant Dieu et non créateur ou être suprême parce que je ne l'aurais peut-être pas compris dans la conception de mon enseignement. Donc, il s'est adressé à moi avec une conscience divine que je pouvais comprendre. Donc, il m'a dit, je suis Dieu. Et ça, je pouvais comprendre. Il était d'un amour infini, d'une beauté infinie, une joie que j'avais jamais expérimentée et le temps n'était plus. Il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus d'espace-temps. C'était infini et instantané en même temps. Il n'y avait plus de notion de temps. J'aurais pu rester dans cet état, dans cette présence pour l'éternité. And then after standing there for perhaps what was 2 minutes of time on earth, the voice said to me again, it is not your time. And that's a very well-used expression in near-death experiences. Many, many people hear those 5 words. It is not your time. And with that, I left that earthly or that heavenly sphere and went back to my body in the swimming pool under the water. And my middle brother dove into the water and physically hit me and knew that no one should be under the water. And he pulled me out. And my cousin, again, who's a physician, knew good resuscitation techniques and resuscitated me, got the water out of my lungs. Et en fait, au bout de 2 minutes, qui pourraient être 2 minutes au niveau humain, Dieu me dit d'une voix vraiment importante, ce n'est pas encore ton temps. Le temps, ce n'est pas encore ton temps. Il n'est pas encore temps pour toi de venir. C'est plus dans ce sens-là. Il n'est pas encore temps pour toi de venir. C'est pas le moment. Et à ce moment-là, donc, instantanément, j'étais plus dans cette présence divine, céleste. J'étais en dessous de l'eau en train d'essayer de me battre pour respirer. Et là, mon frère, donc celui du milieu, a plongé dans l'eau et il m'a pris hors de l'eau, il m'a attrapé, il m'a sorti de l'eau. Et mon cousin qui était médecin a fait donc la technique de réanimation et m'a réanimé et ramené à la vie humaine. And my family just was, of course, happy that I was safe. And they went swimming again. And I went over and just lay on the side of the pool. And
in a few minutes, God came to me again. And again, this more in inner knowing, but the voice, God said to me, you probably should not share our experience with your very conservative parents because they would just think it is a hallucination. And also, please don't tell our experience to your soon-to-be first grade schoolmates because they will think you're crazy and they will tell their parents and their parents will tell your parents, and it's not a good thing. Après ce moment, donc, je me suis assise sur le côté et ma famille est tout simplement retournée nager comme si rien n'était. Rien s'était passé, on retourne nager. Et je suis restée là, assise, très pensif. Et puis, à un moment donné, la voix de Dieu que j'avais ressentie auparavant est revenue, mais c'était intérieurement. Il me parlait intérieurement. Et il m'a dit, si j'étais toi, je raconterais cet événement, donc cette rencontre céleste à personne. Parce que si tu racontes cette expérience à ta famille qui est très conservatrice, ils vont certainement te dire que tu as eu des hallucinations, que c'était une hallucination. Et je te dirais même, je sais que tu vas commencer ta première année à l'école. Et je t'encourage à n'en parler à personne, ni à tes camarades, ni aux maîtres et maîtresses. Parce que si tu leur en parles, ils vont revenir en parler à tes parents en demandant s'il y a quelque chose, si tu n'es pas normal. Et ça va faire vraiment beaucoup de problèmes dans la maison. Donc, je te conseille de garder cette expérience pour toi. And that experience profoundly changed my life. I talk to God every day like I talk to you. I have that experience, and God talks to me often, primarily through inner knowing, but many important aspects of that profound near-death experience, for example, are I have no fear of dying. I know that that there is a God, and that there is a heaven, and that our reason for being is to honor and to get closer to God, and that part of doing that is to try to love one another more and more, and to help one another more and more, and to do this to all humankind, and to know that we are all one. I am one with you and with everyone. And that, once you understand that concept, then life becomes very different. Depuis ce moment-là, j'ai parlé avec Dieu toute ma vie. Dieu m'a parlé toute ma vie d'une voix intérieure. C'est comme un savoir, c'est comme une connaissance certaine intérieure des choses. Il me conseille, donc il m'a parlé pendant toute ma vie. J'ai pas perdu le contact. Le contact est resté intact avec Dieu intérieurement. Donc, et j'ai compris. Donc, il m'a expliqué. Dieu m'a expliqué que la raison pour laquelle on est sur terre, c'est pour apprendre à se rapprocher de lui, de l'amour qu'il a, comprendre son amour, grandir dans cet amour, aimer les autres, donner de l'amour autour de soi, aider les autres dès qu'on peut aider. C'est ça en fait notre but ultime sur la terre, et aussi d'avoir la connaissance et la conscience, expliquer aux autres que en fait nous sommes tous un. Et que quand on comprend qu'on est tous un et on a tous cette unité de conscience, notre vie est totalement transformée, et on peut en fait vivre mieux les uns avec les autres, s'aimer les uns les autres d'une meilleure manière.
La première fois que vous en avez parlé à une autre personne, que vous avez commencé à extérioriser cette expérience, quel âge aviez-vous? How old were you when you decided to share your story around you to other people? I kept the understanding and the knowledge of this near-death experience within me for more than 20 years until, and I thought it was only a relationship of God and me. I did not understand that other people shared this similar experience. There was no knowledge of that at the time. It was in 1975 that Dr. Raymond Moody published the first contemporary book on near-death experiences, Life After Life. And I got that book soon after it was published, within a month of it was published. And I, upon reading that, realized that many, many people have had this wonderful experience that I had. And then very gradually, I began to share that experience with others who also read that book and understood for the first time a concept of near-death experience. Eh bien, je pensais que j'étais le seul à avoir vécu cette expérience avec Dieu et d'avoir vécu cette expérience tout simplement. Je pensais, donc j'ai gardé cette expérience pour moi pendant des années sans en parler à personne. Jusqu'en 1975, Raymond Moody a écrit un livre qui s'appelle La vie après la vie. Donc j'ai acheté ce livre parce que le titre m'interpellait. Et quand j'ai acheté ce livre et que je l'ai lu, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, qu'il y avait de nombreuses autres personnes qui avaient vécu exactement la même expérience que moi dans l'au-delà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai graduellement commencé à partager mon expérience autour de moi. First, a correction, it was more than 30 years. It was 31 years to be exact, from 44 to my experience to 75 when I read the Raymond Moody book. But I knew from age 5 that I was different. I knew that I had abilities that I believed were gifts from God. And at about age 10 or 12, I began to experience and understand these experiences. For example, I was able to write quite a good, my family were all musical, and we played musical instruments. And I was able to, at age 12, write quite a good song. Melody, harmony, words, in a very short period of time, 30 minutes. And I sort of asked, or I talked to God, as I do, as I say nearly every day, why am I this way? And he said, because I want you to do this work. And to help you, I will give you these gifts. Do you want to be psychic? And at age 12, I didn't understand what it meant, but I was already saying, yes, I am open to you. And so the gifts to give to me, I will use to your, and he made that very well known. I became psychic, kinesthetic, and teledesic, and telepathic, and all of these psychic, pretty much phenomena, these abilities that most people have. I have nearly all of those, but I must use them only in good ways. I can't go to the racetrack and bet money because I know who's going to win. I can't do that.
Neil, à l'âge de 5 ans, a effectivement compris qu'il était différent des autres, qu'il avait, après cette expérience, des capacités extrasensorielles et ça l'a suivi toute sa vie en fait. Il ne l'a pas dit dans son explication, mais il a pu jouer du piano soudainement, que sa famille se demandait qu'est-ce qu'il... Soudainement, il s'est mis à un piano, il a pu jouer. Et donc, il explique qu'à l'âge de 12 ans, il composait des morceaux, des chansons. Il composait, en une demi-heure, il avait composé le morceau et chanté. Et donc, il avait ces capacités de pouvoir, toutes les capacités, la majorité des capacités extrasensorielles qu'on imagine, il les avait. Donc, il a demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Pourquoi je suis différent? Pourquoi j'ai cette possibilité extrasensorielle? Et Dieu lui a dit, c'est parce que je voudrais que ça va être ton avenir. Tu vas travailler dans ce domaine-là et c'est pour ça que je t'équipe de tous ces dons. Et il s'est senti que toute sa vie, il a toutes ses facultés en lui, il a progressé toute sa vie avec ses facultés. Bon, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est connaître quel cheval va gagner dans le derby ou quelque chose comme ça. Donc ça, il n'a pas ces connaissances-là. Neil, quelle était la première personne qui vous a inspiré suffisamment confiance pour que vous lui parliez de votre expérience de mort imminente? Et comment avez-vous connu Ians? Who was the very first person that you actually shared your near-death experience? That's the first question I have. And the second one, how did you end up connecting with Ians or finding Ians? I lived in Washington, D.C. as I went to university in Washington, D.C. and then lived there and worked there. And there was no Ians chapter in Washington, D.C. And I don't even remember the exact individual that I shared my first discussion of a near-death experience, but it was with someone who was, I would also call a seeker, who was interested in spiritual phenomenon, who was interested in that kind of understanding, who was looking to understand more of their relationship to God and to creators and to whatever. And so it was then when I moved only 11 years ago to Virginia Beach that they had an Ians chapter there that was already in operation. And I quickly joined and spoke to that group. And subsequently, I have spoken on television and radio groups and to Ians conferences. And I am now sort of a coordinator for 5 states in the United States of assisting young, new Ians chapters being organized and getting going, and I enjoy that very much. Donc, j'habitais à Washington, D.C., donc c'est là que j'ai fait aussi mes études universitaires. Et la première personne à qui j'ai partagé mon expérience était une personne, on va dire, qui recherchait, qui faisait des recherches dans la spiritualité. Lui-même était en recherche, on va dire, de spiritualité. Et donc, on a connecté, on a échangé et comme il recherchait finalement le sens de Dieu au Créateur ou quel que soit le nom qu'on lui donne, et c'est là qu'on a connecté ensemble et j'ai pu lui partager mon expérience de mort imminente. Donc ça, c'était la toute première fois. Mais ce n'est qu'il y a 11 ans que lorsque j'ai déménagé à Virginia Beach, en Virginie, sur la côte Est, que j'ai été mis au courant qu'il y avait en fait un groupe Ians
qui veut dire le International Associations of Near-Death Studies, l'Association internationale de recherche sur les morts imminentes. Et donc, c'est là que finalement, j'ai connecté avec d'autres personnes, que j'ai connecté finalement avec IANS, le groupe IANS. Il y avait un groupe IANS sur place à Virginia Beach. Et aujourd'hui, je suis responsable de 5 chapitres IANS sur la côte Est. Et donc, c'est ma fonction actuellement à IANS. Beaucoup de chercheurs, dont Dean Radin pour ne citer que lui, pensent que le paranormal d'aujourd'hui est ni plus ni moins que le normal de demain. Phrase à laquelle j'adhère totalement. Ces expériences sont partiellement incomprises pour le moment. Lorsqu'on regarde l'évolution de la science sur les 2 derniers siècles et de façon globale, bien entendu, cette phrase prend tout son sens. Mais il me semble que tous ces phénomènes qu'on appelle aujourd'hui singuliers, paranormaux ou inexpliqués auront une réponse scientifique demain. Qu'en pensez-vous, Neil? The question that will be actually the topic of the next questions will be there is that famous person. His name was what was his name again? Dina Radin, something like that. He actually said a very, very accurate concept. He said the paranormal of today is the normal of tomorrow. And actually, what Sophie thinks is that the near-death experience is a very normal phenomenon if you take it in that concept. And that's what she thinks. So she's excited to talk to you now because her focus generally on all those interviews is the scientific aspects of the near-death experience and the topics like that. So if you're okay, she's going to shift into that field of question, as she's happy to have to be able to interview also a scientist. When I arrived, my wife and I moved to Virginia Beach now 11 years ago. I embarked on a series of studies and research into near-death experiences to combine scientific rigor to these studies. I did a master's degree from the local university, Atlantic University, where I then became also faculty member. But I got a master's degree in transpersonal studies, which we then renamed transpersonal psychology. And then I went and did 5 years of study on a doctorate from, I believe, the best school in the world of transpersonal psychology. It's Sophia University in California, in Palo Alto, California. And so I did 5 years of research there. And then my master's thesis was on near-death experiences. And my doctoral dissertation was on, which I wrote for more than a year and a half, was on near-death experiences and the religious and spiritual aspects of near-death experiences. So basically, I've been researching with rigor near-death experiences for the last 11 years. En fait, Neil, lorsqu'il est arrivé à Virginia Beach, il a commencé son intérêt, c'était justement d'étudier l'expérience de mort imminente d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rigoureux. Alors, il a commencé par faire une maîtrise à l'université locale de Virginia Beach sur la psychologie, la psychologie transpersonnelle. Il a reçu une maîtrise. Ensuite, il a passé les 5 prochaines années à étudier à l'université qu'il considère la meilleure au monde pour la psychologie transpersonnelle, qui est l'université de Sophia en Californie. Il a obtenu un doctorat en psychologie transpersonnelle et sa thèse de doctorat était sur l'expérience de mort imminente d'un point de vue scientifique.
Neil, pensez-vous qu'il y a une similitude entre les phénomènes singuliers observés de façon globale et les NDE? Do you think there is a correlation between the unexplained phenomena that we call a singular phenomena in the field and the near-death experience? Do you think there's a correlation between the two? Yes, the whole research and study of consciousness beyond the brain, so that many of us believe that there is that consciousness beyond the brain, in fact, is what is reality. The brain is basically just a computer. And that we all have in our realms of consciousness, often only known as part of our inner thinking, that there are all kinds of phenomena that we experience that are oftentimes opened by a near-death experience. In my case, yes, the psychic phenomena, the abilities to see divinities, to see God, to see other divinities, spirit guides, angels, to have all of these unexplained phenomena is oftentimes assisted by a near-death experience. Absolument, absolument. Donc, tout ce qui est au-delà de la compréhension du cerveau que généralement on recherche, toute cette existence au-delà du cerveau est absolument réelle et est tout à fait connectée aux expériences de mort imminente. Donc, si vous voulez, généralement, ce qu'il explique, c'est que les chercheurs en général sur Terre, on regarde tout au niveau en relation avec le cerveau. Mais au-delà des capacités du cerveau, il y a cette réalité qui existe et qui fait partie des phénomènes paranormaux, et c'est absolument relié, la majorité d'entre eux sont généralement reliés aux expériences de mort imminente. En fait, si vous voulez, les expériences de mort imminente sont souvent le déclencheur de phénomènes paranormaux qui existent, de phénomènes et c'est souvent le déclencheur, ou alors une expérience similaire qui est un déclencheur des phénomènes paranormaux. Il y a un grand nombre, quand on étudie, qui en fait relie les deux, effectivement. Donc oui, c'est tout à fait en corrélation. Différentes interactions ont été observées sur le terrain, dont un phénomène pouvant s'apparenter à une sorte d'ouverture de portail ou de brèche, voire même de passerelle, on ne sait pas trop, dont le mécanisme serait supraconducteur. Des baisses de température très importantes sur une très courte durée, des interactions sur les systèmes électroniques environnants qui semblaient provoquer une sorte de surtension qu'on identifierait plus à une répulsion plutôt qu'à une attraction comme certains peuvent le penser. Est-il possible que lors des sorties de corps dont les NDE, ces mécanismes énoncés se déclenchent pour permettre, d'un côté ou de l'autre, d'accéder aux différentes dimensions? She wants to ask if there's a possibility that during the near-death experience, there's like a portal, a breach, like that, a superconductivity state that actually enable the material, the energy, the material energy to be transferred somehow. Because the situation that she explained is that she has done a lot of research, paranormal energies, and Sophie has even had study in college physics to understand all the energy level and waves. So she had a few years ago, she went 7 times in a house, and they did some testing, because those people, when they were in the room with the people, there was a cold that
the cold was beyond anything. It was extremely cold, and there was no, you know, the heating was on and everything, but yet the room was extremely cold. And they came with material to analyze the energy, the waves. They have all the equipment to analyze the waves and the energies, and yet they couldn't find anything. But they understand that there's there must be a superconductivity situation that brings the energy. There's a superconductive mechanism that must exist during the near-death experience to see that there's an energy that leaves the body, that beyond the body there's that energy. And scientifically it has not been able to be proven yet, the soul energy, what it is. So that's Sophie research for. So she will ask the real question now. She had to explain to me, as I'm not a scientist, and also what she wants to ask you as a question. So she was explaining that it's almost, each time they did the experience, it's almost like there was a door that was opening to a new energy. To a door, it was like a door opening. Something was happening when they were doing those testing, and usually people always think that actually when those phenomena occurs, it's the equipment that takes all the energy, but actually it's the opposite. That what she thinks, and she realizes that there is a over tension. There's over and tension that's occurring actually in that moment. It's over because. I mean, I have a hard time to explain that, but she thinks that whenever they do the testing of those difference of energy, when a supernatural or a paranormal event is happening, it's almost like there's a door opening and there's an energy that's been that's flowing from one place to another. And there's a overloading. That's an overloading of tensions instead of the opposite. That's what her. So you understand it a little bit what I'm trying to say? Mm-hmm. Oui. Okay. So actually, the question now is it possible that during the near-death experience, when we leave the body, when our essence, energy essence, leave the body to go to the afterlife, is it possible that either we are creating or there is a super conductive portal that's actually being created to actually transfer that energy on the other side, that there's actually even energetically that's being created? Because that's her research. She wants to do the researchers on that topic to prove that that's actually being created during the near-death experience. What is your opinion on that? For first, even the science community, we must understand, as going back to the Greeks, that there is both energy and matter, and that we have researchers all the way. Swedenborg in the 16th century, Henry James in the early 19th and 20th centuries talked about how energy and matter are similar. And then we come to the famous Einstein relativity, understanding that E equals mc squared, E energy equals matter, and that they're totally interchangeable. We can go back and forth between energy and matter. As part of my near-death experience and in deep meditation, I can pierce that veil into heaven, of what people call heaven. And there it's all energy and all conscious energy. And some believe that there are other worlds of energy
that are very enlightened, that you don't even require physical, you don't require matter, it's interchangeable, that you just dwell in a total field of consciousness, of enlightenment. I'll stop there. Donc Neil va d'abord commencer par dire que dans le monde scientifique, en général, même le monde scientifique régulier, il est maintenant accepté que il existe, que la matière et l'énergie, tous deux existent. Donc, il n'y a pas que la matière, mais il y a aussi l'énergie qui existe. On va prendre par exemple l'exemple de Swedenborg, qui au 15e siècle, en fait, a commencé à expliquer, a écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Aussi, au 19e siècle, Early James en a parlé aussi, et puis plus récemment, on a Einstein qui aussi a prouvé la relativité de la matière-énergie, que tous les deux sont interchangeables et que en fait, on peut passer de l'un à l'autre normalement sans problème. Et donc Neil explique aussi que durant sa near-death expérience, si tu veux, et même pendant sa méditation profonde, il quitte ce monde et il parvient à franchir énergétiquement le voile qui en fait nous emmène vers ce qu'on appelle le ciel. Donc il parvient à s'extirper effectivement, comme tu dis, à traverser ce portail et à se propulser dans ce ciel où tout est lumière et toute énergie, tout est d'énergie. Et on a déjà prouvé d'ailleurs par de nombreux expérienceurs qu'en fait, il y a des mondes qui existent au-delà de ce monde qu'on voit ici, où tout est uniquement énergie. Il n'y a pas besoin de prendre un corps ou une existence matérielle. On peut exister uniquement au niveau d'ondes énergétiques, quoi. Donc, il voulait donc premièrement faire cette introduction-là et donner ces informations-là. Neil, s'il ne nous est pas possible pour le moment de détecter cette énergie pendant l'expérience de sortie de corps, est-il envisageable qu'elle ait la capacité de modifier son état en fonction de son environnement, en l'occurrence le corps humain, et par conséquent être quantifiée à l'intérieur du corps via différents outils de mesure avec de nouveaux modèles, de nouveaux protocoles? Yeah, so what... so there was the other question that we asked earlier, and there's that other question that she has: is it possible to develop a process to quantify and to that other form of proton, which is the energy when we leave this earth, who we are, if there's any methods or a process that exist or have been attempted to quantify that scientifically, to say, okay, that's what it is, you know? So it's kind of related to the first question. Do you think anything has been ever done on trying to quantify that and detect it? So. First, when we define our challenge, that so many people have trouble with, is saying that we must make it scientific. And then we define science in only half of what we know is energy and matter. We define science, or at least the materialists define science only as the matter side, so that it must be matter. It must be reproducible. It must be consistent. And that's only half. That's only half of science, because you must expand and understand that the other side is energy. And that energy has as much validity in our understanding, in our consciousness, in our observations, in our pondering
in all of our conscious and subconscious interactions, there's a validity to that is as valid as the other half, which is matter. Everything doesn't have to be matter to be scientific. It doesn't have to be reproducible. It doesn't have to conform to the 16th century definition of science. We now know that science is much broader, is much larger than just matter. And so we must come out of that definition and expand it to include the energy part of science. And then once we add observations that are consistent again and again and again, and near-death experiences that happen again and again and again, millions of times, with the same people going through tunnels and people seeing light and people meeting divinities. And these things happen again and again and again, so they're reproducible like matter, but they're consciousness, they're energy. But that doesn't say that they're less valid or that they're not scientific. We must just correctly expand the definition of scientific to include energy. Donc en fait, Neil explique que il y a le gros défi actuellement dans le monde de la science, c'est que tout est ramené au besoin de définir la science dans un contexte plus matériel, palpable, visuellement prouvable, si on veut. Et donc ça, c'est en fait, et on oublie, et apparemment, ce qui se passe, c'est que on oublie ça, ce n'est que la moitié de la réalité. Il y a toute une autre moitié qui est scientifique, mais qui n'est pas matérielle, qui en fait est qu'on peut reproduire régulièrement en fait, et qui est consistante en fait, qui est continue. Donc cette autre moitié qui n'est pas ce côté matériel qu'en fait la science veut à tout prix s'accroche à tout prix pour pouvoir en fait prouver, ouais voilà, tu vois, donc c'est ça qui existe. Donc en fait, si on pouvait s'ouvrir dans la compréhension scientifique, qu'on n'est plus au XVIe siècle où c'était que matériel, que tout devait se définir par la matière, mais qu'on pouvait apporter maintenant à la science aussi une définition que si les choses se répètent toujours de la même manière, ça peut devenir une preuve scientifique. Et il prend par exemple l'exemple de l'expérience imminente de mort. Si ça se répète dans le monde entier selon les différentes, dans toutes les différentes dans toutes les différentes situations sociales, religieuses, si on parvient à définir qu'il y a une répétition du même phénomène, du même tunnel, de la même lumière, de la même donc ça pourrait être aussi au niveau scientifique, ça pourrait devenir aussi une preuve scientifique. Au lieu de uniquement ce monde en fait dans lequel on est, se définit toujours par ce qui est dans cette matière. Alors qu'on n'a jamais… Et si la science commence à analyser ces phénomènes-là, ils vont pouvoir ouvrir un portail vers ce qui est plus énergique, et à ce moment-là, on va pouvoir faire des recherches plus concrètes aussi. Donc pour lui, ce qui se passe, c'est que le monde actuel, et tu le sais toi-même comme moi, se base toujours sur des preuves visibles pour pouvoir prouver quelque chose. Autrement, ils n'y croient pas. Alors qu'il y a toute cette matière énergique qui est peut-être invisible, mais qui peut être quantifiée différemment. Que peut-être le monde devrait s'ouvrir à penser à partir de cette perspective-là, quoi.
Neil, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre patience aussi. C'est un sujet qui est si passionnant et complexe qu'il est très compliqué de le survoler en 7 ou 8 questions. Cet échange a été vraiment très intéressant. Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour clôturer cette interview? Sophie thought it was really, really great what you just explained, and she feels that we have done a nice, for our interview today, a nice round of many topics, many very interesting topics. So before we end, is there anything that you want to add to it? I've enjoyed this interview very much. I'm very pleased now to be a part of your joint research. And when you asked what I do now in the field of psychology, I've been a professor. So I teach. I'm not a clinical psychologist, so I don't have patients that I try to help psychologically. So my research is what I'm doing and what we're talking about, and I'm finding a great joy in discussions like this, because it just becomes more and more obvious to me that it's all tied together, and that, again, these aspects of quantumness, that we're all one, and that we all operate in a oneness. And love is such an important part of forgiveness and harmony, are such important aspects of this oneness. And if we realize that I'm you and you, and you really realize it on a true level of consciousness, then there can be no wars. There can be no fighting, because I'm you. And unless I really don't love myself, then I perhaps don't love you. But if I love myself in the sense that I'm supposed to, and have good feelings about me and where I am, and you, and then I love you as much as I love me, and we're one, and we can never fight. We should never fight. We are one the same, and we may have a difference that we can talk through and work through, but the harmony and the love of the oneness is so important, and that message we have to get out more and more. It doesn't have to be a religious message. In this sense, it can even be a scientific message, a message of oneness that we have to try to expand and share and bring into our belief systems. Thank you. Et donc, pour terminer, Neil voulait dire, donc, pour répondre à ta question sur la parapsychologie, il est actuellement professeur en parapsychologie, et donc il fait beaucoup dans ce cadre-là, donc il enseigne, mais il fait aussi beaucoup de recherches sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Pour lui, une énorme joie, cette interview, parce qu'il il prend énormément de plaisir à partager ces sujets, puisque c'est ce qui l'anime dans sa vie. Et il pense qu'avec le temps qui passe, ça devient de plus en plus clair que on est tous, en fait, on est tous unis. On est tous associés les uns aux autres, et que même avec cette mécanique de quantum mécanisme, en fait, ça prouve justement qu'on est tous unis, et qu'on opère en général dans cette même unité, que ce soit sur Terre, mais dans toutes les dimensions, on opère avec cette même unité, et que Dieu est un, et nous sommes un avec Dieu, et que la conscience divine,
que cette conscience divine, qui est une conscience d'harmonie et d'amour, eh bien, quand on la réalise et qu'on réalise que finalement, je suis toi et tu es moi, puisqu'on est tous un, on est l'un l'autre finalement. Quand on réalise ça, eh bien alors il y a plus de raison pour faire la guerre, pour se battre, pour se déchirer les uns les autres, puisqu'on réalise, même scientifiquement, on est un. On a cette unité d'énergie, on est fait de la même chose, on fonctionne comme une seule grande particule, si on veut. Et donc cette conscience, à moins que finalement, si on ne s'aime pas, on n'a pas d'amour pour soi, ça va être difficile d'aimer l'autre. Mais si on s'aime assez, eh bien dans ce cas-là, on peut comprendre que aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. Et dans ce cas-là, ça donne effectivement un sentiment de bien-être et de bonheur. Et ça nous pousserait à ne plus jamais nous battre. Quand on réalise cela, il n'y a plus de raison de se battre parce qu'on se bat avec soi-même finalement. Et la différence en fait entre donc, c'est vrai qu'on peut avoir des différences humaines, des divergences en fait d'opinion, mais quand on sait que c'est une divergence avec soi-même, donc finalement on peut discuter et traverser la conversation, le concept avec harmonie finalement, puisqu'il n'y a plus de bataille, il n'y a plus d'adversaire si on veut, c'est ça qu'il veut expliquer, il n'y a plus d'adversaire et ce message, Neil pense que ce message est important. Il est important de le partager à toute l'humanité, à toute personne, que finalement, ce n'est même pas un message religieux à connotation religieuse, c'est un message universel et humain et universel en même temps. C'est un message scientifique aussi, si on apprend on est unis, les particules, tout ça est ensemble et en même temps délocalisé ici et ailleurs, on est un et dans cette harmonie et dans cet amour. Et voilà le message de la fin. Merci. Un immense merci à notre correspondante Yvonne Snedden pour sa participation aux émissions franco-américaines.